Bonjour et bienvenue dans ce 75e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2021, en direct sur Twitch. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe, que vous voyez à l'écran de la vidéo. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien. Bien. Qu'est-ce qui parle en premier? Les deux. Voilà. C'est On parle de vrai. toute façon, on allait dire la même chose. Alors. Ouais, Voilà, tout le monde va Une bien. originalité à toute épreuve. Bah, on va pas dire ça va pas, tout ça. Les gens s'en fichent totalement, tu vois. Ouais, Non, complètement, ouais. non. Si t'es malade et tout, tu peux le dire. T'apporteras des médicaments si tu veux. Ah ouais. Je sais D'accord. pas. Ah, je vais pas très bien, en fait. Et voilà. Après, il faudra donner d'autres détails. Bon, pour ceux qui veulent être prévenus et qui nous suivent déjà sur Twitch pour les prochains épisodes, je vous conseille de venir appuyer sur la petite cloche qui se trouve dans Twitch. Pour ceux qui nous écoutent en YouTube, venez sur Twitch, twitch.com/ou twitch.tv/devaps. Et donc, vous cochez la petite cloche et comme ça, vous serez averti des prochains épisodes. Et puis, vous allez pouvoir écouter toutes nos bêtises aussi. Parfois, il y a des bêtises qu'on coupe après, parce qu'on ne va pas non plus sur YouTube venir mettre toutes les infos. Donc, vous aurez des infos en plus. Et donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? C'est des trucs comme ça qu'on coupe après. Ouais, c'est ça. Téléphone. Allô? C'est qui? C'était moi. Donc, aujourd'hui, on a un invité qui va venir nous expliquer non pas comment développer du code qui fonctionne, parce que ça, je veux dire, on va essayer de le faire dans d'autres podcasts, mais aujourd'hui, il va venir nous expliquer comment écrire son code proprement, un code qui est correct, qui est bien fait. Et pour ça, je vais faire monter sur scène Bruno Barrette. Bonjour Bruno. Bonjour à vous trois. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Ça va. Tu viens avec, on entend ton accent, donc d'où viens-tu? Oui, moi je viens de Saint-Jérôme, qui est une ville au Canada qui est à environ 40 minutes au nord de Montréal. Donc c'est ça, on se parle de l'autre bout de l'océan. Il est pour moi, je sais que pour vous il est 14 heures, pour moi il est 9 heures présentement le matin, donc c'est le début de ma journée. Ouais, Alors, ça va, la météo, elle est correcte? L'hiver est passé? Oui, l'hiver est presque terminé. On a encore des moins 10, moins 15 degrés Celsius. Évidemment, moi, je suis un peu plus au nord. L'hiver est presque Donc, fini, quoi. On n'est plus qu'à moins 10, quoi, les gars. Tout va bien. C'est cool, hein. Ouais, la Putain. neige, tu sais, D'ailleurs, il est en t-shirt. ouais, dans la maison, oui, mais à l'extérieur, non. Mais tu sais, la neige ici, c'est plus qu'un mètre de neige à tous les hivers. Facilement. Tu vois, Richard, t'imagines? Toi qui es dans le sud de la France, là. Ouais. T'imagines? Ouais, Richard, il ça sait peut pas. ressembler à mettre de neige? Il a jamais vu de neige, Richard. Si, j'ai vu de la neige, mais moi, il fait que Moi, quand je 10 faisais l'armée, j'avais un réunionnais, il y avait neigé, je me souviens, il avait jamais vu la neige de sa vie. Je vois encore ses yeux, quoi. Le gars, il avait jamais vu de la neige. Forcément, en Réunion, il neige pas beaucoup, à l'île de la Réunion. Ah non, Mais Richard, ici, c'est pareil. Il sait pas ce que c'est. C'est ça. Quand il va à Ici, Paris, il est tout content. T'as une tempête de neige qui a ça d'épais de neige, puis on trouve que c'est pas beaucoup. Ouais, le problème, nous, c'est quand on a ça de neige, on bouge plus, nous. Les routes sont bloquées, ça passe à la télé. Il confine quand c'est comme ça. Hein, nous. Voilà, il confine direct. Hein. Ça déconne pas. Hein. Non, pas nous. Nous, c'est pas qu'ils nous interdisent de sortir, c'est qu'on peut pas sortir. Bon, peut-être on va passer à autre chose qu'à la neige aussi. Oui, la pluie. Dis-nous un peu. Tu travailles j'ai vu depuis 5 ans, c'est ça, dans une société qui s'appelle Dawn, c'est ça? Oui, je dis bien. c'est ça. Je travaille pour. En fait, ça va faire 5 ans en juillet que je travaille pour Dawn Technologies, qui est une entreprise qui est affiliée au réseau Pixis, que je pense beaucoup connaissent pour notamment le développement et l'agilité. Moi, je travaille à titre de développeur là-bas, chef d'équipe. Puis ça fait ça fait presque 5 ans que je suis là. C'est un endroit que je m'y plais parce que justement on s'amuse à innover, à découvrir des nouvelles choses, on touche aux dernières technologies, on n'attend pas que ça soit désuet. Uniquement Microsoft Techno ou bien il y en a d'autres aussi? Majoritairement Microsoft. Ah ouais. C'est sûr qu'on pousse beaucoup, nous, vers cette stack technologique-là. Mais par exemple, on a déjà développé des applications qui avaient un côté client Angular. On a eu parfois du développement en PHP. Ouais. Mais c'est pas nécessairement notre créneau.
Ouais, On c'est vise ça. beaucoup Ouais, ouais. plus la technologie Microsoft, même que depuis 1 an, moi, je travaille principalement uniquement en Blazor. Eh, Donc, Ah, c'est pour Christophe ça va être qu'on l'a content. invité, hein, juste pour info. j'ai cette chance. J'ai cette chance, Cette ouais. chance, on est d'accord, on est Ouais. d'accord. Ouais, tu es réveillé. Ok. Et Ça tu es fait bien MVP éveillé. aussi? Oui, je suis MVP Microsoft depuis septembre dernier. Ah, c'est tout récent. T'as même Oui, pas eu l'occasion d'aller faire la réunion annuelle qu'on a chaque année au MVP Summit? non, Ah, puis on va l'avoir en virtuel cette année, donc ouais, j'ai pas c'est eu pas la cette même chose. chance. Puis c'est d'ailleurs c'est grâce à Adrien Clairbois Mhm. qui m'avait nominé dans le processus, donc c'est grâce à lui que je Il est fais partout, lui. partie des Il est MVP partout, aujourd'hui. Ouais. ce gars. Mais il est partout. Et en fait, plus il nomine, plus il a de l'argent aussi, hein, c'est pour ça. Hein. Ah, c'est ça Ah si, l'idée. si, ouais, C'est ça si, si. l'idée. Ouais, Je vais bah oui, commencer à nominer. évidemment, évidemment. J'en profite pour dire aussi qu'avec Adrien, avec Christophe d'ailleurs, et Blazor, on va organiser bientôt, hein, c'est au mois de juin, je pense, Christophe, je ne sais plus la date La Ouais, exacte. deuxième c'est le édition du 17 juin, Blazer Day. si au cas on n'aurait pas été au Ah, meet-up Blazer de Day, Nelab, ouais. ça pourrait écouter. Donc, Ouais, ben d'ailleurs, Blazer Day, que j'avais eu la chance de faire l'année passée avec vous, qui était ma Tout à première fait. conférence, en fait. Première conférence que je créais, première fois que je la donnais. Devant, vois? je pense qu'il y avait eu 350 personnes qui l'avaient regardé, donc ça avait été un petit stress. Et encore en direct, on est Ouais, passé en à 10 direct. 000 vues depuis. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, moi je pars du direct. Et Après, tu vois, si ouais, tu n'avais pas fait du Blazor, ouais. tu serais pas là. Non, non. Puis là, faut justement que je prépare des idées pour soumettre pour la Ouais. deuxième édition, là. Le call for paper est ouvert, Ouais. donc toujours sur Alors, blazor.net. il y a un thème, hein, attention. Non, je suis sérieux. Ça Ouais. arrive. Il y a un thème qui va être, si tu peux orienter ça vers, on n'a pas un sponsor, mais c'est pour une cause commune pour les animaux dans le monde. Donc, en plus, ton sujet, si tu le colles à ça, c'est pas mal. Ouais. Ok. On va faire un partenariat, enfin, pour mettre en avant une association effectivement dans ce domaine-là, donc autant en profiter, quoi. Voilà. Voilà. Mais donc aujourd'hui, je le disais, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, on va essayer de parler de code propre, de clean code. Et donc, on va peut-être commencer par le début. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais juste reprendre, parce qu'en préparant un peu ce matin, hier, je regardais, tu vas certainement en parler, il y a un livre célèbre de Robert C. Martin, Exactement. qui, pas dire le papa, mais enfin fait un bouquin extraordinaire sur tout ce qui est clean code. Et il y a une des définitions, parce qu'il reprend des définitions de différentes personnes, et il y en a une que j'aime bien aimer et que j'ai notée, qui est, et donc tu vas après pouvoir enchaîner là-dessus et on va te laisser la parole, mais qui est un code propre, c'est un code simple et direct. Il se lit comme une prose, parfaitement écrite. Un code propre ne cache jamais les intentions du concepteur, mais est au contraire constitué d'abstractions nettes et des lignes de code de contrôle franches. Je trouve cette définition. D'accord, donc tous les smileys que je mets dans mes codes to do, ça, faut arrêter, quoi. Faudrait éviter. Ouais. Mais donc, sauf pour toi, si qu'est-ce tu que c'est? utilises le langage de programmation d'emoji que j'ai vu récemment qui existe, mais à part dans ce langage-là, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc oui. Pour toi, qu'est-ce que c'est alors? C'est ce que je viens de dire. Enfin, je veux dire, on est sur la voie, mais qu'est-ce que tu rajouterais par rapport à ça et ton constat, en fait, pourquoi t'en es arrivé à vraiment parler de ça? T'as constaté quoi? Il y a eu un problème? Il n'y a pas nécessairement eu un problème, mais tu vois, avant de rentrer chez Don, j'avais aucune connaissance de Clean Code. Je n'avais jamais vu le livre, je ne savais pas que ça existait, j'avais pas eu la chance de travailler avec des gens qui pouvaient m'encadrer là-dedans. Quand je suis arrivé chez Don, quelqu'un a commencé à m'en parler, je m'y suis intéressé et on a commencé à regarder des vidéos que Robert Martin, Uncle Bob, fait sur son site pour présenter les différentes choses de son livre. Et là, ça m'a allumé. J'ai réalisé à quel point des petits détails pouvaient faire que le code n'est pas nécessairement lisible. Puis qu'on vient à quand même se perdre facilement avec du code qu'on pense qui est très bon. Puis on trouve qu'on est des bons développeurs, on a de l'expérience, mais on relit du code, puis au final, on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup d'inconnus dans ce qu'on écrit, beaucoup de confusion, beaucoup de lecture à faire pour rien. Donc, c'est un peu ça qui m'a allumé et vraiment l'élément instigateur, c'est quand j'ai vu la vidéo où il parlait d'extraire des fonctions. Dans son vidéo, évidemment, avec le personnage, il était très caricaturé, mais il disait d'extraire jusqu'à temps qu'on puisse plus extraire rien pour faire des fonctions.
à un point qu'on arrive à des méthodes qui ont au plus 5 lignes, 5 instructions. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais, c'est ça, et ça là, permet d'avoir du code vraiment très, comme on disait dans la petite définition, très littéraire, quoi. C'est oui, comme un livre, quoi. Et c'est vrai exactement. qu'on peut remarquer peut-être quand tu ouvres un code de quelqu'un, que ce soit le nôtre qu'on a développé il y a quelques années ou même maintenant d'un développeur, je veux dire, en 2 secondes, tu peux rapidement voir est-ce que le code est suffisamment allégé, clair, comme quand tu as un bouquin et tu peux le voir si le code est suffisamment Ouais. clean aussi. J'ai un copain qui a, je veux pas le citer, mais ses initiales c'est AC et il me disait il y a pas longtemps, j'ai un membre du code. Encore, putain, c'est chiant. Hein. Il me disait si tu commences à utiliser des régions, c'est que ça pue quand même. C'est pas faux. Oui, Ouais. oui, parce que c'est probablement justement quelque chose qu'on doit extraire dans un autre objet, au minimum. Mhm. Parce que si on a besoin de le cacher, c'est qu'on n'en a pas besoin ici. Donc déjà, ça devrait être le premier smell que ben on a probablement quelque chose à faire avec ça. Mais, et pourquoi il faut avoir du code propre? Parce que oui, on va dire c'est agréable à lire, mais et après? Parce que moi, beaucoup de développeurs vont me dire oui, mais une fois que le code est écrit, il fonctionne, ben voilà, il a été testé unitairement, fonctionnellement, il est mis en production, ben voilà. Alors à quoi ça sert de faire du code propre et à passer du temps, entre guillemets, à faire ce code propre? Ben, si personne regardait jamais notre code, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de le faire. C'est ce que je dis. Mais dans l'optique que nous, on peut retourner dans le code 6 mois plus tard, puis qu'on a travaillé sur un autre projet, qu'on n'a aucune Mhm. idée qu'est-ce qu'on avait fait, dans l'optique qu'un jeune développeur ou n'importe quel autre développeur qui arrive sur le projet, qui va regarder notre code, c'est contre-productif s'il est obligé de passer du temps à comprendre ce qui devrait déjà être écrit puis clair. Ouais, surtout si on est en équipe, effectivement. Ouais. Ben c'est ça, c'est un des gros soucis parce que ça a un coût sur la productivité. Plus le code est dur à lire, plus ça va être long de livrer des fonctionnalités. Plus on va avoir de la dette technique qu'il va falloir corriger, améliorer pour comprendre ce qu'on fait. Puis évidemment, pour les clients ou pour les entreprises qui nous engagent, ces choses-là, ben c'est un coût monétaire. Donc Ouais, pour eux, l'impact est très grand de ce côté-là. et même pour les bugs peut-être aussi, parce que moi je parle souvent de la maintenance. Tu dis on revient dans du code il y a 6 mois. Si tu as du code qui est pas très clair, qui est plat de spaghettis, tu as un Mikado, si tu enlèves un des bâtonnets du Mikado, tu n'es jamais certain que ça va pas tout faire écrouler, quoi. Juste une petite correction, et ça arrive régulièrement, tu as un client qui te dit je veux juste avoir un petit changement, un petit champ en plus dans mon interface graphique. Comment je fais pour la rajouter? Et s'il faut lui dire, il faut passer 3 semaines pour faire ça, il va peut-être pas être très content, quoi. Il va aller ailleurs. Il va aller Puis, ailleurs, ouais, tout à fait. Il va aller ailleurs, mais avec son code, il va l'amener vers son nouveau fournisseur de service, qui lui va constater le code, va lui dire la même chose, et là, le dommage est fait, il reviendra plus jamais te voir. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Donc, tout à fait. oui, parce que on passe quand même beaucoup de temps en maintenance de logiciels. C'est rare qu'on ait uniquement en nouveau développement, qu'on fait uniquement des nouvelles fonctionnalités. Il y a un gros ratio qui se passe en maintenance. Plus c'est facile à maintenir, plus on a la chance de plutôt développer des nouvelles fonctionnalités. Et qu'est-ce que tu donnerais comme truc, astuce, je sais pas, comme idée? Ouais, ben j'ai des notes justement de différents aspects à considérer. Ouais. Un que j'avais même parlé dans ma conférence de Blazor l'an passé, c'est les noms significatifs. Le 17 juin 2021. Oui, pour la nouvelle édition. Mais c'est ça, les noms qu'on donne à nos variables, nos classes, nos méthodes, c'est pas quelque chose qu'on devrait se limiter pour faire que c'est court. C'est quelque chose qu'on devrait prendre le temps d'écrire pour que ça soit clair. Parler le même langage que les gens du domaine, les experts du domaine. Si on prend pas les mêmes mots je regarde du code, je te jure, j'avais une fonction, je l'avais appelée SD. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais dire par là. SD, les 2 lettres. Je sais pas. Je sais ce probablement. Et probablement que ça fait pas longtemps que tu l'as écrit quand tu as revu. Si, ça fait super longtemps. Ok. Christophe est donc très là, aujourd'hui, l'expliquer, tu ne saurais pas l'expliquer à moins d'aller lire le code. Ouais. Et là, si tu as d'autres méthodes nommées comme ça à l'intérieur, tu n'as aucune explication. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, c'est effectivement, comme on voit parfois des développeurs qui nomment leurs variables data, result,
X, Ouais. N. Mais vous Oui, passez oui. pas du temps à chercher des noms des variables. Putain, je passe un temps de débile. Parfois, moi. oui. C'est Parfois, oui. c'est une des questions les plus compliquées. Et tiens, oui, c'est vrai, ça, en termes de code, qu'est-ce que toi tu conseilles ou est-ce que c'est par exemple écrire des noms de méthodes très longs et des variables aussi, donc au niveau du code, ou bien plutôt mettre des commentaires et des descriptifs au-dessus, tu vois, parce qu'il y a souvent les deux Jamais écoles. de commentaires. Jamais, jamais, jamais les commentaires. Ah bon? Toi, on oublie les commentaires, mais on met le code. Ah oui. Ah oui. Ok. À l'exception, peut-être, c'est évidemment quand on fait un API, Ouais. soit pour une librairie NuGet ou soit pour un API web, évidemment, là, on veut des commentaires pour de la description pour les gens qui vont consommer, Pour la documentation, c'est ça. Ouais, pour la c'est ça. documentation. Mais dans l'utilisation, dans le code, généralement, le commentaire devient désuet à la minute où on a fini de l'écrire. Ouais. Ouais, Parce c'est ça, c'est ça. que on n'ira pas le maintenir, on n'ira pas le mettre à jour si on change le comportement de notre code. Mhm. Et les gens ne le lisent pas non plus. Non, c'est vrai. Vous remarquerez, la prochaine fois que vous voyez du code avec du commentaire, vous prenez pas le temps de lire le commentaire. Sauf si on On a va une voir le méthode qui code, s'appelle qu'est-ce qu'il SD. Si la méthode s'appelle SD et qu'il avait un commentaire, il aurait pu peut-être savoir ce que c'était. Peut-être, oui, peut-être. Mais à ce moment-là, c'est ça, le réflexe devrait être, ben, au lieu d'avoir mon commentaire qui dit ce que ça fait, on nomme la variable, on nomme la fonction, la classe, peu importe, avec ce nom-là. Ouais. C'est pas comme si on était limité en espace disque, que la longueur du nom de la méthode allait créer un problème et qu'on n'aurait plus de place sur le disque dur ou peu importe. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de limite en termes de taille de Non, méthode, c'est ça. en termes de taille de variable. Et c'est vrai que je vois dans les commentaires, il y a Best Toto qui nous dit qu'il met uniquement sur les summaries sur les méthodes. Enfin, les summaries sur les méthodes. Donc, toi, c'est même à la limite, c'est uniquement sur celles qui sont publiées à l'extérieur, donc vraiment pour les web API, Ouais. quoi, même pas pour le reste. Juste pour T'as la raison, au documentation. niveau des commentaires, parfois on va apprendre à les étudiants commentez bien votre code et puis tu vas retrouver écrit dans la console le résultat, puis en dessous tu as console.log Oui. résulte. Et ben voilà, mais c'est le côté le mec qui ah merde, on m'a dit de mettre un commentaire, j'en mets un. Il est complètement débile son commentaire quoi. Mais on lui a dit d'en mettre un. C'est effectivement quelque chose qu'on voit, nous aussi, on prend souvent des stagiaires qui sont finissants au collège et encore aujourd'hui, en 2021, on leur apprend à mettre des commentaires. Ah ouais. Mais il y a Au certaines lieu de leur sociétés, apprendre à on nommer. oblige. Hein. C'est ça. Ah, tout à fait. Ben, effectivement, c'est sûr qu'il peut y avoir des contraintes, par exemple des standards à l'intérieur de l'entreprise qui le forcent pour des raisons, par exemple, réglementaires. Mhm. Travailler dans le pharmaceutique où, évidemment, c'est une industrie qui est très, très, très réglementarisée, si le mot se dit. Et là, on devait avoir des entêtes de code, des entêtes de commentaires sur toutes nos méthodes. Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, là, c'est pour se conformer à des standards, des réglementations. C'est peut-être une exception à la règle, mais d'ordre général, C'est pas nécessaire, c'est vrai. Avoir c'est de la autant des maintenance méthodes. désuète. Ok. Est-ce Et donc, que et donc tu as fait Ah pardon. non, vas-y, Christophe. Est-ce que tu as fait un manifeste? J'utilise beaucoup ce qu'a fait Denis dans son cher, je ne sais plus comment on appelle ça. Denis a fait un PowerPoint où en fait j'y vais régulièrement parce que il donne des méthodes c'est pas du clean code, c'est plutôt des conventions. Moi, c'est plutôt des conventions. Ouais. En Mais fait, on n'est pas loin. Si on va sur mon blog, donc desvoituron.com, il y a une rubrique Naming Convention. J'explique beaucoup ça parce que moi, dans mon métier, je suis multi-projet, comme je dis, multi-client. Donc, je balade le lundi là-bas, le mardi là-bas. Et donc, on me pose toujours les mêmes questions. Comme maintenant, comment faire ceci, etc. Donc, j'ai mis, comme ça, tout le monde a accès. J'ai mis un PowerPoint avec les conventions dans lesquelles on peut retrouver ça. Mais on n'est pas loin on n'est pas loin que ça puisse être un truc qui est aussi un truc de clean code, en fait. C'est vraiment lié, en fait, la convention de... C'est proche, c'est très proche. La façon d'écrire des variables, de la façon Enfin, il y a une frontière... Enfin, c'est différent, mais c'est vraiment lié, quoi. C'est frères et sœurs, quoi. Oui, parce qu'avec une convention, si on amène les gens à toujours avoir une structure qui est similaire d'un projet à l'autre, au minimum, la structure devrait pas perdre un développeur qui change de projet. Ouais. Après ça, le nom, évidemment, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des projets, mais oui, c'est vrai que ça se retouche énormément. Ok. Par contre, il y a une chose qui est peut-être à faire attention aussi, parce qu'on dit oui, on peut aller vers des noms qui sont très longs,
Le piège qu'il ne faut pas tomber dedans non plus, c'est d'avoir trop d'informations. Ou pas trop d'informations, mais que notre méthode en fasse trop. Si on a une méthode booléenne qui dit is this, et que là on a plusieurs conditions avec des and à l'intérieur du même nom de méthode, peut-être que notre méthode en fait trop. Peut-être qu'il y a un nom d'un point de vue domaine d'affaires qui explique ce qu'on est en train de vérifier, qui serait plus clair que de littéralement répéter toutes les conditions à l'intérieur de notre if. Il faut plus aller dans l'aspect fonctionnel du projet et utiliser des noms clairs plutôt qu'effectivement prendre purement l'aspect technique de ce qui se passe derrière. Ouais. Et là-dessus, on peut aussi ajouter la sémantique. Parce qu'évidemment, un exemple que j'adore donner, c'est la différence entre congédier un employé et supprimer un employé. D'un point de vue code, le développeur va supprimer un employé dans la base de données. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment l'action qui est faite? Le fait d'avoir la méthode qui dit congédier employé, quand on va lire à l'endroit où on l'appelle, là, c'est clair qu'est-ce qu'on fait. Peu importe que ce soit un delete ou un flag pour indiquer que la personne est supprimée, mais on ne l'a pas supprimée en fait de la base de données, ça, c'est un détail d'implémentation. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'elle est congédiée. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas idiot. Il y a C'est cet vrai aspect-là qui vient rentrer en ligne de compte aussi. On supprime pas l'employé en réalité, c'est vrai. Ouais. Enfin, si on le fait, on va avoir un casier judiciaire. C'est aussi simple que ça, là. Ouais, c'est juste. Donc, c'est ça. C'est des petits détails comme ça. Pas gêné non plus d'utiliser. On a la chance d'avoir des design patterns qui sont reconnus, réputés. Pas essayer de réinventer la roue. Si on utilise un factory, nommons notre classe avec factory à la fin. Essayons pas d'inventer autre chose, c'est ce que c'est. Des détails comme ça, comme déclarer une variable qu'on suffixerait avec list alors que c'est un array. C'est subtil, mais c'est de la désinformation. Donc, on donne pas la bonne information à la personne qui vient lire notre code. Ouais. Et tu as d'autres exemples? Enfin, moi, j'en avais quelques-uns que j'avais vus dans tes présentations, mais je vais te laisser en parler. Tu veux dire par rapport au nom ou par rapport à d'autres choses par rapport à avec clean code, là? Ben évidemment, on en a parlé un peu, mais les fonctions, le plus petit possible. Des choses comme, par exemple, si on a des blocs if-else, généralement, ce qui est à l'intérieur de ces blocs-là, ça devrait être une fonction. On ne devrait pas avoir ne serait-ce même 2 lignes de code. Ça devrait être un appel à une fonction qui nous dit if ma situation très précise, je fais ceci. C'est très clair, c'est très explicite. Comment on le fait en arrière, cette méthode-là, elle sait. Mais d'un point de vue de l'appelant à l'intérieur du if, on n'a pas besoin de le savoir. Même chose pour le else. Puis évidemment, dans tout type de boucle, les for, les while, ces choses-là. Une chose aussi qui est importante, c'est de penser aux side effects qu'une méthode peut avoir. Par exemple, on aurait une méthode, et on va le voir un peu tantôt, j'ai préparé quelques exemples de code. Une méthode qui ouvre un modal et qui va par la suite agir sur des données. Concrètement, elle fait 2 choses. Elle va nous afficher un modal, mais elle va aussi interagir sur nos données. On devrait... Tu veux que je partage l'écran? Comme ça, tu peux le montrer et... ben oui, on peut... Si c'est plus simple pour toi, peut-être, non? Oui, on peut. Ça passe dans du concret, c'est peut-être plus facile. Oui. Donc, évidemment, j'ai un exemple en Blazor. Je vais juste me reprendre mes notes quand même. Donc, j'ai légèrement modifié le template de base de l'application de Blazor où on a la fenêtre avec le counter sur lequel on peut cliquer pour incrémenter. Moi, j'ai plutôt fait que quand on clique, on affiche un modal, on peut choisir l'incrément et par la suite, ça vient incrémenter notre variable. Donc là, ici, ma méthode, concrètement, je vais afficher le modal qui est ici. Je l'ai quand même extrait dans une fonction, mais imaginons qu'il n'y aurait pas des fonctions locales, on aurait tout ce code-là ici. Par la suite, on s'en va chercher le résultat et on incrémente. Donc là, on agit, on demande d'afficher un modal, mais on vient aussi interagir sur nos données. Une chose que Uncle Bob parle dans son livre par rapport à ça, c'est le principe de Command Query Separation. Qu'on devrait séparer ces responsabilités-là.
Moi, ce que j'aime bien faire, évidemment, là, c'est avec Blazor, mais le pattern utilise dans multiples langages. C'est tout ce qui est Flux Redux. Donc, on peut imaginer, par exemple, ici, que si j'allais m'ajouter une injection pour un dispatcher, j'ai évidemment préparé un peu d'avance avec Fluxor. Donc là, tu rajoutes une propriété dispatcher. Je rajoute une injection pour un dispatcher qui vient avec Fluxor, qui permet d'émettre des actions qu'on veut C'est quoi exécuter. Fluxor? Fluxor, c'est une librairie qui est disponible pour Blazor qui permet d'implémenter le pattern Flux pour avoir... en gros, l'idée, c'est d'avoir des states dans notre application client qui est un peu la représentation immuable de nos données ou de l'état de notre application. OK. Sur laquelle on vient... Nous, tout ce qu'on fait, c'est dispatcher des actions pour dire je veux faire ceci, je veux ceci. Mhm. Lui, à l'interne, s'occupe d'avoir d'autres choses pour intercepter les actions, avoir des effets qui vont, par exemple, aller chercher des données via un API web, et va avoir des reducers qui vont permettre d'émettre un nouvel état, une nouvelle vérité Ouais, c'est ça. qu'on présente. Pour ressortir les données, quoi. Ouais. Puis par la suite, tout ce que nos composantes ont à faire, c'est se connecter sur ces states-là. Donc, eux font uniquement lire les données et donnent des commandes pour soit aller chercher des données ou soit modifier les données. Ouais. Donc là, ici, ce qu'on ferait, c'est qu'on va simplement tout enlever et on va dispatcher une nouvelle action qui serait une action pour afficher le modal. Et cette méthode que tu es en train de créer, le show increment count modal action, c'est une méthode qui n'existe pas encore, ça. Là, celui-là, je l'ai créé, je l'ai préparé d'avance. D'accord. Mais c'est ça, normalement, il faudrait, oui, créer un objet qui peut être n'importe quelle classe au final. Puis on peut aller voir. En fait, moi, je l'ai fait, j'ai profité de C# 9, je l'ai fait en record. Donc, parce qu'encore là, ici, on parle de choses qui sont immuables. On veut pas que ça bouge, on veut pas que ça soit modifié, parce que c'est uniquement une action qu'on demande. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, par la suite, tout ce qu'on a fait du point de vue de la page, c'est qu'on a dit l'action « Je veux afficher mon modal ». Grâce à Fluxor, on a des effets qui sont utilisés. Ici, c'est via un attribut que Fluxor connaît pour interpréter. Lui, sa responsabilité, c'est d'agir sur cette action-là. Nous, ici, tout ce qu'on lui demande, c'est d'afficher le modal. Donc, encore là, on se ramène au même code qu'on avait tantôt, mais on a découpé, du point de vue de la page, ce qu'on veut faire de ce qu'on fait réellement. C'est ça, on n'est pas obligé même d'utiliser Fluxor, on pourrait... Le principe, en fait, plus au niveau clean code, c'est vraiment de faire ce découpage que tu avais tout à l'heure avec toutes tes lignes de code qui font en gros tout dans une seule méthode, de les découper en petits morceaux avec des noms explicites pour bien savoir ce que ça veut dire. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ici, évidemment, la méthode, c'est clair, elle est là pour gérer cette action-là. Ouais. Le résultat, c'est d'afficher un modal. Si on continue le chemin pour encore là voir jusqu'où ça nous mène, c'est qu'au niveau de notre modal, je peux penser rapidement sur le code. J'ai uniquement fait un input de type number sur lequel on va avoir un incrément et un bouton submit pour soumettre. Lui, Donc, tout ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il faisait, c'est faire un close en donnant l'incrément dans le résultat qui permettait de le recevoir en valeur de retour et de modifier à l'endroit où on a à le modifier. Évidemment, ici, on ne veut plus faire ça parce que notre résultat, on veut pas se fier au fait que le modal va être reçu par quelqu'un. On va encore là dispatcher. Ouais. Donc tu recrées la même propriété dispatcher on comme a tout à besoin l'heure. du même dispatcher pour pouvoir envoyer une nouvelle action. Et là, ici, ce qu'on va faire, je vais juste reprendre
Ce qu'on veut, c'est une action pour dire j'incrémente mon compte. Et là, on va passer notre variable. Et donc, increment count action, c'est un objet qui va faire vraiment l'opération. Donc, tu fais vraiment à la fois du découpage, comme on le disait, en morceaux, mais vraiment du découpage sous forme d'objet. C'est même pas une méthode, c'est carrément un objet complet. Exactement. Qui va se charger de faire ce traitement. Et en fait, l'action fera même pas le traitement. Si on va voir l'action en détail, on voit encore ici un record avec uniquement la propriété increment. Ouais. Donc, l'action, sa seule responsabilité, c'est de dire, pour moi, l'action a été faite avec cet incrément. Et l'incrément lui-même, augmenter la valeur, tu le fais à quel endroit? Dans les reducers, qui sont encore là un attribut avec le reducer method qu'on a via Fluxor. Ce qu'on voit ici, c'est des méthodes statiques, des méthodes pures. Donc, on n'a pas accès à aucun autre objet. Tout ce qu'on fait, c'est recréer un nouvel état avec notre nouveau compte total, c'est-à-dire le count qu'on avait présentement, plus l'incrément. C'est ça, mais ça c'est parce que tu utilises Fluxor. Sinon, tu aurais pu mettre une méthode directement dans ton objet pour faire cette opération, je suppose, cette opération d'incrément. Oui, effectivement, on aurait pu. Une chose aussi que ça me fait penser en arrivant ici, c'est que ici, on a une méthode statique qui va concrètement nous retourner un nouvel objet avec son constructeur. Parfois, quand on a des constructeurs avec aucun paramètre, on ne peut pas nécessairement avoir de confusion avec ça. Quand on commence à avoir des paramètres, que ce soit 1, 2, 3, évidemment, on essaie de pas trop en mettre, mais ça peut devenir mélangeant de savoir c'est quoi l'intention du constructeur. Ouais. Donc, de le remplacer par des méthodes statiques qui vont clairement nommer l'intention. Donc, ici, pour créer l'objet, quoi. Exactement. Ici, on voit pour mon state, on a un state qui n'est pas initialisé. La méthode fait un count avec 0. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu crées une méthode statique, mais une initialize state. Donc, oui, effectivement, c'est beaucoup plus clair. On se dit, on va avoir un nouvel objet, mais non initialisé. Ouais. Exactement. Alors que la méthode makeStateWithCount, on sait que notre nouveau state va avoir la valeur qu'on lui a donnée. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être plus explicite. J'avais vu aussi dans les paramètres à un moment donné, je crois que c'est toi qui parlais de ça, qu'on déconseillait, et nous on essaye de l'appliquer maintenant, de déconseiller d'utiliser des paramètres qui sont des booléens. Parce que quand on envoie l'argument, donc que ce soit dans une méthode ou dans un constructeur, en mettant true ou false, bah évidemment, c'est très compliqué lors de l'appel de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Donc c'est vrai, soit peut-être en passant, comme tu le montres ici, avec des méthodes statiques pour la construction, ou alors en utilisant soit des énumérations pour dire un état vraiment, état 1, état 2, oui, non, ou des choses comme ça, quoi. Oui, effectivement, je l'avais dans ma présentation sur Blazor l'an passé et je crois que je l'ai au niveau, on va aller voir rapidement, au niveau du state qui affiche les forecasts météo. Donc ici, on a un booléen pour savoir si on est en chargement ou non. Chargement qui devient true au moment où on tente d'aller chercher les données côté API. Donc, au lieu d'avoir un true false ici qui n'est pas super clair, on a un state non initialisé qui n'est pas en chargement. On a une méthode makeLoadingState qui nous retourne un état qui est en chargement. Et après ça, lorsqu'on a les données, on n'est plus en chargement et on a nos données. Ouais, c'est ça. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, tu mets le constructeur en privé, comme ça, tu te garantis, tu assures que tu ne sais pas y accéder. Et ensuite, tu fais les méthodes statiques pour créer ces objets, quoi. Non, c'est intéressant. Exactement. Et si on vient uniquement compléter la boucle qu'on avait une fois, quand même pour terminer l'exemple, du côté de notre state ici, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on revient à notre page, évidemment, ici, notre counter, il n'y a plus sa raison d'être parce qu'on ne vient plus interagir sur cette variable-là. Ce qu'on voudrait, et c'est là qu'on voit la puissance de découper les choses, c'est qu'on aurait notre state qui contient les informations du counter. Et donc, du côté de notre page, ce qu'on affiche ici, c'est le count. Ouais. Donc, on n'interagit plus sur notre variable locale. La variable locale
en fait, n'existera plus. On est connecté sur un state qui, lui, va nous donner la vérité absolue. On n'a pas à se soucier comment c'est fait. Donc, ça pourrait même, là, on peut penser à des notifications en temps réel dans le cas d'application client où une action signaler viendrait modifier notre état. Nous, on n'aurait même pas besoin de faire rien pour le savoir. Ça viendrait se mettre à jour automatiquement. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ok. Non, c'est pas mal. Oui, Fluxor, c'est l'équivalent de Redux en React, quoi. Répète, j'ai pas. C'est l'équivalent de Redux en React. Oui. C'est la même implémentation. Je crois qu'il y a des subtiles différences entre Fluxor et Redux, mais j'ai pas assez utilisé Redux pour savoir. Mais oui, c'est très similaire le principe des actions des dispatcher, reducer, effect, etc. quoi. Ouais, c'est très similaire. Ok. Donc oui, c'est ça. On parlait des side effects. Donc avec quelque chose comme ça, on vient séparer toutes nos intentions. Chaque classe devient très petite aussi. On a vu les records qui sont maintenant avec C# 9 une seule ligne. Donc on réduit en même temps la charge de code qu'on a à faire. Tout est clair. Chaque classe, même chaque méthode était 2 lignes tout au plus. Donc beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à tester aussi. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus. Tout ce qui est test unitaire, plus on a des longues méthodes, plus on a à faire de tests pour tenter de couvrir les différentes branches, plus ça devient complexe. Plus ça devient lourd à maintenir. Donc, il y a ça qui vient peser quand même beaucoup dans la balance. Il y a un autre petit détail que moi j'aime bien aussi, que j'avais vu aussi, je pense, dans une de tes présentations, c'est l'utilisation en C# du point d'exclamation pour faire une négation. Donc, par exemple, typiquement, un string empty, on fait un not string empty, c'est pas très lisible, et donc tu mettais, je pense, dans certains cas, des méthodes qui permettaient de faire explicitement un not content, not empty, donc de donner une négation à un test, mais de manière, avec une méthode de manière complètement claire, quoi. Oui, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on essaie d'appliquer. C'est des petites choses qui viennent faire la différence, c'est ça. La méthode, justement, la méthode string.isNull.empty, c'est un bel exemple de méthode d'extension, mais qu'on peut se faire l'inverse pour que ce soit très lisible après. Ouais, c'est des choses comme ça. C'est ça qu'au final, la méthode est beaucoup plus facile à lire. Toujours, justement, essayer d'éviter les négations. Parce que dès qu'on voit le point d'exclamation, on sait qu'il va falloir réinverser ce qu'on voit après. Oui, évidemment, on est capable de le faire, on est développeur, on est habitué. Mais de lire une phrase qui nous dit exactement ce que ça fait, ça va quand même être beaucoup plus simple que de prendre les quelques millisecondes pour l'inverser dans notre tête. C'est aussi valable pour le français, enfin pour la langue française. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment en négation plutôt que s'exprimer en positif. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça. C'est vrai. Et après, on va même faire des doubles négations, et là, ça va devenir vraiment compliqué, quoi. Il ne faudrait pas ne pas faire ça. Voilà. Ouais. Ça devient facilement incompréhensible. Là, il y a juste une chose qui est importante, je trouve, c'est que là, on a une décomposition, on a pas mal de classes qui ont été créées là pour ton exemple. En revanche, il y a le jour où tu t'aperçois que tu as mal nommé ta variable. Je prends l'exemple ici, là, tu parlais du counter. Et imaginons qu'en définitive, tu t'aperçois que c'est pas counter son vrai nom, que c'est, je sais pas moi, nombre employé. Du coup, au niveau refactoring, c'est pas juste à un endroit qu'il faut interagir, c'est vraiment un petit peu de partout, quoi. Ouais, mais Visual Studio, il le fait pour toi. C'est ça, on a la chance d'avoir des IDE assez puissants aujourd'hui pour nous aider là-dedans. C'est vrai que s'il fallait le faire manuellement, ça serait pénible. mais oui, avec Visual Studio, avec ReSharper aussi, qui est une extension, le rename se fait en quelques secondes. Puis si on n'a pas fait de commentaires, on n'aura même pas de string littéral en commentaire qui vont rester avec l'ancien nom.
Rich Harper le fait aussi. Oui, il pourrait le faire, effectivement, c'est vrai. Non, mais bon, après, le problème, c'est qu'il faut être sûr de ne pas en oublier, quoi. Enfin, je dis ça, j'ai un cas très concret, là, en ce moment, où j'ai un nom, j'allais dire un nom de métier que j'avais mal nommé. Donc, je suis obligé de le renommer. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup d'endroits où il faut que j'interagisse. Mais Adrien va dire, c'est normal. Je ne suis pas développeur, donc... Mais oui, c'est vrai que ça reste quand même... Le rename fera pas les 10 classes automatiquement. Il va falloir faire les 10 classes manuellement, une à une, même si chaque référence va être faite automatiquement. Mais c'est vrai que ça amène le fait aussi que c'est important de choisir nos termes reliés au domaine, souvent en accord avec le client, avec le gestionnaire du produit ou de l'application qu'on fait, pour être capable d'avoir un langage qui va parler à cette personne-là. Oui, ben souvent les développeurs sont très orientés, j'allais dire, techniques, Ouais. et ils oublient qu'ils développent non pas pour eux, mais ils développent pour un client, c'est le fonctionnel qui doit prévaloir plutôt que l'infrastructure, le technique, quoi. Ouais, si on était, je pense, c'est peut-être utopique, mais si on était capable de viser un point où le code pourrait être lu par la partie prenante du produit et qui comprenne, la mission serait atteinte. Ça me fait penser à, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Twitter, et si on programmait en français, vous savez, if, then, tu sais, tous les trucs-là. Et en fait, il y en a qui a fait des fausses screens parce que ce serait du code en français. Nous, on n'est pas anglais. Enfin, les Anglais, ok, ils lisent. C'était marrant de voir ce truc-là. Donc, tu le lis complètement autrement, en fait. Mais il y a déjà eu des langages, hein. Enfin, il y en a déjà qui existent. WinDev, oui, c'est ça. Il y a Romain 602 qui nous a précédé, qui nous dit comme sur WinDev. D'accord. Ah oui, j'ai jamais vu du code de WinDev, donc je sais pas, ça doit faire drôle en fait. T'as vu que les photos, toi, de WinDev? Oui. Il y a des années de ça, il y avait aussi les premiers moteurs VBA, là, donc dans Excel, dans Word, ils avaient, je sais pas si ça existe toujours, mais on pouvait à un moment donné développer en VBA français. Au lieu de faire du non, ça, j'ai pas connu. J'ai connu le VBA anglais, moi. Ça y est, je suis trop vieux, ça y est, c'est foutu. Bah oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais je sais qu'à un moment donné, Microsoft avait sorti ça. Il y avait un autre point que j'aurais voulu introduire avec toi, c'était l'aspect des valeurs nulles. Je sais que, d'ailleurs, Microsoft a sorti en C# 8 une possibilité de gérer ça, et qui nous aide énormément, mais donc il y a souvent des problèmes à ce niveau-là, en termes de qualité de code, de est-ce que les données peuvent être nulles, pas nulles, etc. Oui, nul, je pense, c'est avant l'arrivée des Nullable Reference Type de C# 8, je pense que c'était une des choses sur lesquelles on mettait le plus de gestion d'exception et une des choses en même temps qu'on oubliait le plus, donc les exceptions qu'on voyait le plus souvent. Mais oui, cette avenue-là, si on prend justement avec l'évolution de C# 8, C# 9 aussi, on peut maintenant avoir aucune variable nulle. Ou en fait, c'est qu'on va expliciter quand on a un besoin d'avoir une valeur nulle. C'est ça, ouais. Donc le principe, c'est ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est on va spécifier, comme on fait avec un string, enfin non, un int, pour dire on a la possibilité de mettre du nul ou pas, ça existe déjà depuis pas mal de temps. On pourra faire ça avec un objet, je sais pas, customer, on pourra dire si je mets pas le point d'interrogation, cet objet ne peut physiquement jamais se retrouver nul. Enfin, du moins, le compilateur va interdire de pouvoir l'obtenir en valeur nulle, quoi. Ouais. Et donc, ça donne quand même une fameuse garantie, effectivement, sur l'utilisation de cet objet-là. Ouais. Et en même temps, ça élimine beaucoup de code à faire pour le vérifier, beaucoup de tests aussi à faire pour vérifier. Oui, ça fait une grosse différence. Ouais, parce que je pense Microsoft, au moment où ils avaient sorti ça, je ne sais plus les statistiques exactement, mais c'était énorme. On était à je crois 90%, plus que ça même, d'exceptions enclenchées qui étaient sur des applications en production, qui étaient des object not set, nullable value et des choses comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ça nous aide énormément de mettre ça. Et sinon, si on veut vraiment créer ce genre d'objets, c'est de créer des objets qui servent à ça, donc des null customers par exemple. Si on n'a pas la possibilité d'utiliser les nullables,
on pourrait le mettre de cette manière-là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que le pattern de null object, c'est quelque chose, en tout cas, moi, pour ma part, j'y pense pas assez souvent. Mhm. Mais c'est vrai que ça vient nommer, on parlait encore tantôt de nommer l'intention. Une classe qui s'appelle null customer, c'est très explicite qu'est-ce que ça représente. On s'attendra pas à avoir un objet à l'intérieur de ça. C'est nul, c'est dit. Donc, à la limite, ça peut même peut-être être plus explicite que le point d'interrogation qu'on voit en C#. Ouais. Oui, parce qu'il y a ça, c'est en termes de clarté, on revient à ce qu'on disait tout au début, mettre un point d'interrogation, il faut le voir, quoi. Donc c'est vrai que Oui. ça peut nous aider dans certains cas, mais si explicitement on veut pouvoir gérer ces cas-là, le fait d'avoir un objet qui est nul customer, comme je disais, au moins là, on peut pas se tromper, c'est clair, en termes de lecture de code, et on peut savoir ce qui se passe effectivement dans ce cadre-là, plutôt que de mettre un objet customer qui est nullable et pouvoir le gérer en cas particulier avec un petit point d'interrogation qui traîne à un moment donné. Je sais bien qu'il y a des développeurs où plus le code est concis, plus ils arrivent à faire, notamment avec des expressions lambda ou du link, à faire des trucs qui sont les plus petits possibles, ils sont contents. En termes Mais de clean parfois, code, c'est peut-être pas... Clean code et puis performance aussi. Hein. Oui. Et, Ouais, Parce que et tu sais pas ce qui se passe. parles aussi des nullables avec C# 8. On a aussi la possibilité de forcer une variable nullable comme si elle n'était pas nulle avec le point d'exclamation. Oui. Déjà, c'est une chose qui peut quand même être un piège si on ne fait pas attention, mais même quelque chose comme ça, on pourrait par exemple penser à faire une méthode d'extension sur notre objet nullable qui nous retourne l'objet non nul. Mhm. Ça peut être correct par moment de le faire, mais de le nommer, ça va Nommer aussi ajouter une explicitement, ouais. clarté au lieu du simple point d'exclamation qui est parfois subtil. En gris Non, sur c'est fond ça. noir, si on prend le thème dark de Visual Studio, on peut passer à côté. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Et il y avait une autre chose aussi que j'avais vu que je trouvais pas mal, c'était, tu avais à un moment donné parlé d'une classe qui s'appelle Range, et ça je trouvais ça bien, Range même, range de, donc une plage de valeurs de type numérique, avec des nombres, avec des dates, parce que c'est vrai que dans, en gros, toutes les applications moi que j'ai développées, à un moment donné, on doit gérer des plages de valeurs et de se poser la question, si c'est des dates, minimum, maximum, est-ce que la date que je lui donne se retrouve à l'intérieur de ce range-là? Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur supérieure à la date minimum, ou bien la valeur inférieure, ou bien et la valeur inférieure à la même. Et donc, avoir un objet range qui se charge de faire ça, c'est le genre d'objet, je me dis, ça devrait être même fourni par Microsoft en Mais standard. ça existe maintenant, je crois. Il y a un objet C'est range? ça, je l'ai pas utilisé, mais il me semble qu'ils l'ont Il existe rajouté maintenant. avec. Ah. C'est obligé de faire if date est supérieure à date de start et date end. C'est ça. Ah oui. Et ils y ont pensé, mon ami. Ils y ont pensé. Faut que je me remette à niveau. Écouté le podcast, je crois, une fois, tu as dû en parler. C'est peut-être la communauté, justement, à force de dire on utilise ça, on en a besoin, qui ont ajouté des choses comme ça. Je pense qu'ils sont quand même à l'écoute de nos besoins depuis quelques années, puis on voit des fonctions justement se rajouter qui viennent aider grandement. Non, ouais, tout à fait. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre à devoir signaler sur ça. Qu'est-ce que tu avais noté d'autre qui peut être intéressant? Moi, une chose qu'on peut retourner en partage d'écran aussi, qui est un peu un exemple sur le formatage. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Et là, on va bien voir l'exemple en plus avec la résolution d'écran qui est un peu réduite. Je vais aller en fait dans une classe ici que je me suis fait pour aller chercher mes forecasts météo à partir du serveur. Déjà, on pourrait jouer à vous poser la question, qu'est-ce que vous trouvez qui cloche là-dedans? Moi déjà, ça m'ennuie qu'il faut faire le scroll horizontal pour aller voir ce qui se trouve à droite. Et c'est pour ça que maintenant, il faudrait que dans Visual Studio, tu puisses mettre une sorte de ligne verticale de tabulation. Au moins, tu dis, j'ai pas le droit de dépasser, j'ai un petit garnement. Donc, c'est ça, le formatage, c'est quelque chose qui est très critique et on n'a pas tendance à y penser parce qu'aujourd'hui, on a des écrans de 27 pouces, des gros écrans avec une résolution 4K. Et là, on lit de gauche à droite. Après ça, il faut revenir au début de notre ligne, continuer à lire. La lecture de notre code devrait se faire un peu comme un article de journal. C'est très concis à l'intérieur d'une petite colonne. Et ici, là, je peux profiter de l'auto-formatage de Visual Studio.
on n'avait même pas vu ce qui se trouvait à droite, oui. Non, c'est ça. Donc, il y avait quand même, et même là, on voit que malgré la résolution, on rentre quand même pas dans l'écran. Ouais, Donc, on pourrait même remettre ça sur d'autres lignes. Je sais que Uncle Bob, au niveau de Clean Code, recommande 120 caractères de large, ouais. ce qui peut parfois paraître extrême, mais ça permet quand même une grande lisibilité. Oui, et Si on il y a, pourrait- il y a à la fois le code dont tu parles ici, et c'est vrai que maintenant, on va du monde des exemples de link avec du select, comme il y a souvent un point et on fait une écriture fluente, les mettre tous à la ligne, l'un en dessous de l'autre, point .select, point .where, point .order by, moi je trouve ça plus propre effectivement aussi. Oui. Et tu parles à la fois de la taille d'écran pour le développeur, mais il faut penser aussi qu'en général, ce qu'on fait en équipe en tout cas, c'est qu'on va remonter son code dans Git, puis on va faire des pull requests, et que souvent on va venir comparer le code. Qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Conflit. Donc l'écran extra large, il va être coupé en deux directement. Oui. Oui. Et donc c'est vrai qu'avoir cette limite de 120 caractères, je ne connaissais pas cette taille de 120, mais ça me paraît pas mal. Et comme dit Christophe, il faudrait une ligne. Et là, histoire de continuer la réflexion, parce qu'évidemment, le formatage, c'est pas la seule chose qui est pas correcte ici. Ça nous ramène à un point qu'on parlait au tout début. Il y a le nom aussi, hein, à mon avis. Tu fais enumerable de range, de paramètres, point select. Enfin, ce qui est mis là, le pâté de code qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Ça me paraît compliqué. Et probablement que tu n'as pas remarqué non plus que ma constante n'est pas à jour. Ah oui. Ah oui. Quand on parlait des commentaires qui sont jamais lus, Ouais. on vient de le montrer en direct. Et je l'avais prévu, je le savais presque. Je n'étais pas certain, mais j'avais une grosse impression que ça se passerait comme ça. On le voit pas. On voit ici, OK, 1 à 5. 5, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, 7, c'est mon nombre de forecast pour le court terme. Ah ben non. Et encore, tu utilises quoi? C'est ReSharper, je suppose, pour avoir les préfixes cont. Oui, ça c'est ReSharper qui me donne ça. ça. Oui, sinon on le verrait pas. Moi, j'ai même pas ça, oui, tout à fait. Mais normalement, on devrait ici avoir une constante. On peut y aller. Hein. Il y a Damien qui nous dit dans le chat qu'avec ReSharper, justement, tu peux configurer pour avoir un warning si la ligne dépasse X caractères. Donc, un autre intérêt d'avoir ReSharper. C'est vrai, c'est vrai. Je sais bien que Richard est fan de ReSharper aussi. C'est lui qui l'a créé. Non, c'est lui qui l'utilise tous les jours. Et donc là, on voit qu'avec une constante, justement, on éliminerait le commentaire. Ouais. Et on n'a même pas parlé du commentaire ici qui vient dire que mon random génère des valeurs random. Que c'est le genre de choses aussi qu'on voit parfois, justement, à l'école, qui apprennent des choses comme ça, ou que des développeurs viennent ajouter que de un, on ne le lit pas, de deux, aucune plus-value. Ça peut disparaître tout simplement. Je dis souvent, il y a souvent des devs, parfois juniors, qui te mettent une méthode, et quand tu as donc une méthode qui est, je sais pas, la get short, c'est quoi? Get short term weather forecast. Les forecasts court terme. Et la description, le commentaire, c'est en gros la même chose, quoi. Ça va te donner, on va te dire que ça va te renvoyer les informations température, météo. Bah oui, mais... Écrit maison, print maison. C'est ça. L'exemple le plus typique, c'est quand tu as une classe Poco sur l'ensemble des propriétés. Si on t'oblige, parce qu'il y en a certains qui obligent de mettre les caractères summary, etc., parce qu'ils veulent générer la doc derrière, quand tu as une propriété de int id, tu mets, c'est l'id de la classe, quoi. Enfin, c'est ça. Mais tu es obligé de le mettre, quoi. S'il y a l'autre abruti qui t'a demandé de le mettre. C'est vrai que parfois, c'est le genre de choses qu'il faudra avoir le réflexe de remonter l'information, de dire ça apporte rien. Ouais. Et maintenant, quand on dit t'as pas mis de commentaire, mais moi c'est du clean code. T'as une autre excuse. Voilà. On dira c'est Bruno qui l'a dit. J'ai effacé tout, ça servait à rien, tu dis. J'ai fait un clean. Et après, tu vas encore nous refactoriser le enumerable range de start avec short.select avec. Évidemment que ça, oui, on pourrait l'extraire. Et en faire des méthodes. Et c'est vrai, oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, avec Visual Studio, tu as des extrats de méthodes qui vont. Il va pas falloir créer les méthodes une à une, quoi. Là, évidemment, c'est ReSharper qui me l'a fait, mais. Visual Studio a quelque chose de similaire qui est pas mal fait aussi. Hein. Oui. C'est ça.
Là, après ça, c'est évidemment, là, c'est pas, je pense pas que c'est tant relié à Clean Code, mais on a quand même la possibilité de faire du Expression Lambda. Body, Ouais. qui vient quand même donner une syntaxe beaucoup plus concise, qui élimine des Non, tout à fait. accolades, qui ajoute quand même une lisibilité. Ici, on pourrait même... Ah non, là, il me donne juste l'option d'inverser. Ok. Non, En c'est bien. fait, pour résumer, pour faire un bon clean code, eh bien, en plus, c'est un truc comme ça. Pour faire un bon clean code, finalement, il faut coder en 1024 par 768. À partir de là, déjà, tu vas te On va avoir forcer quelque chose à bien développer. Ouais. Si tu prends un écran comme Denis qui va faire 3000 pixels de large, comme il a mis sur sa photo pour illustrer ce podcast sur Twitch, c'est mort. Oui, non, j'ai la chance d'avoir un écran extra large. Ça, c'est la chance du confinement, on va dire. À un moment donné, on se dit qu'il faut avoir un environnement de travail donc, correct. Tu peux pas faire du bon clean code avec ça, sauf Non. si tu fais un zoom 8000%. C'est ça. J'ai déjà essayé de mettre 1024 sur cet écran-là. C'est grand. Ça fait très grand. Non, mais ce que tu peux faire, c'est tu mets deux onglets côte à côte. Donc oui, déjà, c'est comme ça que je suis en train de travailler maintenant. J'ai Twitch d'un côté, donc j'ai vraiment le partage d'écran. Et là, il y a le Power Toys, les outils de Microsoft que je sais bien Christophe utilise aussi, qui sont extraordinaires pour ça, pour faire le positionnement des fenêtres. Ah bah avec un écran vertical, c'est top. Bon, c'est un autre sujet. Ouais, un autre sujet. Avec un pied qui bouge. Non. C'est du clean desktop. Ok, bah écoute, je ne sais pas si toi Bruno, tu avais encore d'autres points importants, parce qu'on arrive à peu près à la fin de la période de temps. Je ne sais pas s'il y avait des autres choses. C'est On a déjà vu pas mal les choses que je m'étais notées. Évidemment, on n'a pas parlé en détail de tests unitaires. On n'a pas parlé du fait de faire nos tests en test-driven development, écrire nos tests en premier. Ouais. Ça pourrait très bien être le sujet d'un autre podcast éventuellement. C'est ce que j'allais dire. En détail, mais écrire le test en premier. C'est une des choses qui aide le plus à faire que c'est clair, à faire que c'est lisible. On parlait au tout début de parfois pas savoir comment nommer nos méthodes. Mm-hmm. On écrit le test, on appelle la méthode méthode, puis une fois qu'on a terminé nos tests, souvent le sens va être plus clair de comment la méthode devrait s'appeler. Donc Et puis on met un comme ça aussi. Renommer plus tard cette méthode. Non. Ça non. Enfin si t'as pas le temps. Mais... Ah, ça sonne encore. Tu sais, je suis quelqu'un de demander. Ok, bah écoutez, je pense qu'on arrive comme ça tout doucement à la fin de cet épisode. Si on a d'autres questions, d'autres remarques, Bruno, quel est le moyen le plus simple de te contacter? Via quoi? Via Twitter? Je suis pas très actif sur Twitter, mais oui, je vois quand même les notifications passer. Si on t'envoie un message, voilà, c'est ça. Sinon, évidemment, il y a LinkedIn où je suis un peu plus présent. La chaîne YouTube du Bracket Show. Sinon, on le retrouve le 17 juin 2021. Je vais tenter très fort d'être là, oui. Ce n'est pas Blizzardé 2, c'est Blizzardé 2021. Maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais tu fais aussi un podcast, un podcast régulier. Je ne sais pas si c'est tous les mois, toutes les semaines. Oui, ben avec le confinement, on a un peu ralenti la cadence, mais oui, le Bracket Show, qui est la chaîne YouTube que j'anime avec un de mes collègues, justement sur lesquels on fait des vidéos sur les bonnes pratiques, les design patterns, des trucs. On a aussi un blog. Donc là-dessus aussi, si vous allez voir le Bracket Show, on a le site web, le blog, la chaîne YouTube. Il y a le courriel pour nous contacter là-dessus. Donc, tous les moyens sont là. Parfait. Ok. Eh ben, écoutez, je propose d'aller voir tout ça, de se retrouver au Blizzardé dans quelques mois, d'aller voir la chaîne de Bruno pour pouvoir voir un petit peu toutes ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. Je voudrais juste peut-être avant de partir vous rappeler deux petites choses. D'abord, tous les mercredis, et Richard, ça tombe bien, on est mercredi. Oui, donc venez nous rejoindre. Dans 2 heures. Ouais, c'est ça déjà, à 5 heures.
à 17h effectivement. Venez nous rejoindre donc sur les meet-ups de DevApps, c'est tous les mercredis. Aujourd'hui, c'est ce soir évidemment du coup. C'est gratuit, c'est sympa comme je le dis à chaque fois. Il suffit de s'inscrire sur devaps.ms/meetup, vous recevez un lien Teams et comme ça, on ouvre le micro, on discute. Il y a souvent des petites présentations, des petites discussions. Vous n'avez pas envie de discuter, vous fermez le micro et puis c'est tout, donc il n'y a pas de problème. Enfin, vous êtes les bienvenus de toute façon. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, activez la cloche, n'oubliez pas, twitch.tv/devaps. Une fois par mois, on continue à diffuser notre podcast en direct comme on le fait maintenant. On le retrouve évidemment ensuite, d'ici quelques heures ou à mon avis demain, sur les flux habituels. Donc, le podcast en MP3 si vous voulez vous balader avec ou l'écouter dans la voiture. Sur YouTube, par exemple, aussi. Et pour finir simplement aussi, si vous appréciez le podcast, vous pouvez également venir nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Et ce qu'ont déjà fait, le mois passé, Yannick, Damien, Enlil, Adrien et Mickaël. Donc merci à vous. Et je sais qu'il y en a certains qui sont dans le chat aussi. Donc voilà un exemple de ce qu'on fait avec vos dons. C'est la possibilité d'avoir un live ici, puisqu'on utilise un outil qui est abonnement, donc qui est un peu payant aussi. Et donc on utilise un petit peu tout ce que vous nous donnez pour pouvoir mettre ça en place. Voilà, merci bien. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, vous rajoutez en dessous du podcast, sur YouTube par exemple, on va y répondre régulièrement, je vois des messages passer, on y répond, ou vous nous envoyez un petit tweet aussi sur Twitter, donc on pourra voir pour la suite. Merci bien, voilà, j'ai tout dit, il y a d'autres choses à dire? Non, moi, je vous dis simplement merci de m'avoir reçu, très agréable. À bientôt alors, merci beaucoup, salut. Ciao tout le monde. Ciao. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.